que la recherche du réflexe cornéen nécessite d'utiliser un coton stérile et le contact avec la cornée proprement dite et non la conjonctive. Outre la sensibilité de la face, le trait jumeau donne également la sensibilité de la langue pour ses 2 tiers antérieurs, sensibilité tactile exclusivement, et la sensibilité de la muqueuse buccale. L'étude de la motricité est sous la dépendance du nerf maxillaire inférieur et consiste à examiner la force des masséters qui provoquent l'occlusion de la bouche et sont bien palpables en regard de la branche montante du maxillaire inférieur. Ainsi que les ptérygoïdiens responsables de la déduction de la mâchoire, une paralysie unilatérale du trait jumeau réalisant la classique bouche oblique ovalaire. Le nerf facial est essentiellement moteur et d'origine protubérantielle. Il est habituel de tester certains muscles préférentiellement, comme les orbiculaires des paupières, dans la manœuvre d'occlusion des yeux. Les muscles frontaux, par l'élévation des sourcils, les muscles péribuccaux, par étirement des commissures, et dans l'action de souffler, de gonfler les joues, de siffler. Enfin, les muscles possiers, accolé au facial, il existe un contingent sensitivo-sensoriel ou intermédiaire de Vrisberg, dit 7 bis, qui véhicule la sensibilité gustative des 2 tiers antérieurs de la langue via le nerf lingual et la corde du tympan. On peut tester ainsi la détection d'une sensation sucrée ou salée sur chaque hémilangue. Le nerf cochléo-vestibulaire met en connexion les récepteurs périphériques cochléaires et vestibulaires et les centres corticaux par l'intermédiaire des noyaux situés dans le tronc cérébral. On rappelle ici le passage du nerf dans le conduit auditif interne et sa situation particulière dans l'angle ponto-cérébelleux. L'étude de l'audition peut se faire grossièrement à l'aide de la voix chuchotée, oreille par oreille, en faisant répéter par le sujet des chiffres à plus ou moins grande distance de l'oreille. Ou encore percevoir le son produit par un diapason. Par l'épreuve de Weber, on différencie conduction aérienne et conduction osseuse afin de mieux distinguer surdité de perception et surdité de transmission. L'audiogramme complète toujours cet examen en cas de doute sur une hypoacousie. La recherche d'un syndrome vestibulaire consiste à étudier la station debout et la marche, d'abord l'équilibre pieds-joints, yeux ouverts puis yeux fermés, à la recherche d'un signe de Romberg, chute latéralisée à l'occlusion des yeux, puis recherche d'une déviation des index, enfin épreuve de la marche aveugle que le sujet réalise alternativement les yeux fermés, 3 pas en avant, 3 pas en arrière, plusieurs fois de suite. En cas de syndrome vestibulaire périphérique, on observe une déviation harmonieuse de toutes ces épreuves du côté lésé.
Enfin, en raison des connexions existant avec le système oculomoteur, on n'omettra pas la recherche d'un nystagmus, étudié dans les mouvements horizontaux, et dans les mouvements verticaux, en précisant les caractères horizontal ou rotatoire ou mixte et la direction de la secousse lente. Les nerfs mixtes ont une représentation topographique très voisine. Le nerf glossopharyngien est responsable de l'innervation sensitive et gustative du tiers postérieur de la langue et de l'innervation du constricteur supérieur du pharynx dont la contraction est nécessaire à la déglutition et réalise le réflexe nauséeux. Le nerf pneumogastrique assure l'innervation motrice du voile du palais dont la contraction réflexe est recherchée par attouchement unilatéral et l'innervation motrice du larynx rendant compte des modifications de la voix en cas de paralysie. Le nerf spinal est essentiellement moteur par sa branche externe, destinée au sternocléidomastoïdien, rotateur de la tête du côté opposé, et au trapèze, élévateur des épaules. Par sa branche interne, il assure l'innervation motrice du voile du palais et du larynx. C'est la branche interne dite vagospinale dont la sémiologie se superpose à celle du pneumogastrique. Enfin, le grand hypoglosse, responsable de l'innervation motrice de la langue, que l'on étudie par la manœuvre de protraction à la recherche d'une déviation de la langue, d'une amyotrophie ou de fasciculation. Au terme de cette quatrième partie, vous avez un aperçu relativement complet de la sémiologie neurologique quotidienne. Nous avons délibérément choisi de vous présenter une technique analytique d'examen sur un sujet normal, laissant de côté la sémiologie pathologique d'une part, la conduite pratique d'un examen d'autre part, qui bien évidemment est fonction du motif de consultation et du contexte pathologique. Chaque examen reste propre au malade et à l'examinateur et doit intégrer dans leur contexte des données générales, neuropsychologiques, voire psychiatriques, qui rendent parfois l'interprétation des signes difficiles. Nous traiterons à part la sémiologie des fonctions corticales supérieures.